Le Nigeria attend ce dimanche les premiers résultats des élections des gouverneurs et des représentants des assemblées locales qui a eu lieu ce samedi. Un scrutin que l'opposition espère remporter. Au Burundi, une dizaine de milliers de militants du parti au pouvoir a défilé ce samedi à Bujumbura, dans la capitale, pour démontrer l'unité de son mouvement en faveur d'une nouvelle candidature du président sortant. Aux États-Unis, plusieurs centaines de personnes ont assisté ce samedi aux funérailles de l'homme noir qui a été abattu dans le dos par un policier blanc en Caroline du Sud. Il s'agit d'un drame qui a été filmé par un passant. Très heureux de vous retrouver sur Sika, mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette édition par le Nigeria. Les premiers résultats des élections des gouverneurs et des représentants des assemblées locales et des États sont attendus pour ce dimanche. Il s'agit d'un scrutin que l'opposition espère remporter dans la foulée de sa victoire historique à la présidentielle. Les élections des gouverneurs n'avaient lieu que dans les 29 États. Dans 29 États ce samedi, les autres États ont déjà fait l'objet d'élections partielles. Mais il faut préciser que ce samedi, tous les 36 États du Nigeria se sont rendus aux urnes pour également élire les représentants des assemblées locales. La commission électorale indépendante s'est dite satisfaite du déroulement du scrutin de ce samedi. Et parlant toujours donc de ces élections, journée de vote donc ce samedi au Nigeria, les quelques 68,8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour les élections régionales dans l'état du Rivers au sud du pays. Quelques troubles ont été notés à l'ouverture des bureaux de vote. Retour ici sur les temps forts de cette journée de vote au Nigeria. Les rues du hub pétrolier de Port Harcourt, capitale de l'État de Rivers, étaient entièrement quadrillées ce samedi à l'occasion des élections régionales. Aucun affrontement majeur n'a été signalé en début de matinée. Les forces de l'ordre déployées en grand nombre restaient cependant en état d'alerte. Dans le quartier de Rumola, quelques 50 militants du Congrès progressiste APC ont manifesté, accusant leurs rivaux du PDP d'avoir remplacé les bulletins et fiches annonçant les résultats par défaut. Il s'agit selon eux d'un plan élaboré par le PDP pour bourrer les urnes. Aussi demandent-ils l'annulation des élections dans ce quartier de l'État de Rivers, un État qui représente un enjeu de taille car concentrant une grande partie des revenus pétroliers et gaziers du Nigeria, premier producteur d'or noir d'Afrique. Le Burundi à présent, des milliers de militants du parti au pouvoir ont défilé ce samedi à Bujumbura, dans la capitale. L'objectif de cette manifestation était de démontrer l'unité du mouvement des militants du parti au pouvoir, au sein duquel monte la contestation au sujet d'une éventuelle nouvelle candidature du chef de l'État sortant à la présidentielle. Reportage. C'est un terrain de football qui a accueilli la foule à la fin d'une procession à travers la ville de Bujumbura. D'après le président du CNDD-FDD, Pascal Niabenda, la marche a été organisée pour montrer que le parti reste uni malgré ses frondeurs et pour tenter de rassurer tous les militants. En effet, quelques 140 hauts cadres ont récemment signé une pétition appelant le président Nkurunziza à ne pas se représenter aux prochaines élections. Une trentaine d'entre eux ont été exclus et plusieurs autres démis de leurs fonctions. Le parti au pouvoir doit désigner lors d'un congrès en ce mois d'avril son candidat à la présidentielle de juin. Soulignons que l'approche du scrutin fait monter la tension politique au Burundi. La volonté prêtée à Nkurunziza de briguer un troisième mandat constitue le nœud des polémiques. L'opposition et la société civile considèrent un nouveau mandat inconstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha qui ont mis fin à la guerre civile au Burundi entre 1993 et 2006, ce que refutent les partisans de Nkurunziza. Le camp présidentiel a tenté récemment de destituer le président de l'Assemblée nationale. Ce dernier a signé la pétition contre un troisième mandat, signe que le camp des frondeurs a du soutien, selon les analystes.
Le Mali à présent, en visite à Bamako, le ministre français de l'économie et des finances, Michel Sapin, a annoncé ce vendredi au président malien Ibrahim Boubacar Keïta l'annulation de la dette malienne estimée à 43 milliards de francs CFA, soit environ 64,8 millions d'euros. Cette dette monétaire détenue par Paris depuis 1984, qui faisait suite à l'entrée du pays dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, a donc été annulée. Reportage. Michel Sapin, le ministre français de l'économie et des finances, présent à Bamako pour une réunion des ministres de la zone franc vendredi, a été reçu jeudi soir par le président malien, auquel il a annoncé cette annulation de dette. Une dette monétaire d'un montant initial de 229 millions d'euros qui faisait suite à l'entrée du Mali dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. J'ai souhaité, à l'occasion de cette présence au Mali, dire que un nouvel effort, une nouvelle contribution au soutien du Mali serait l'annulation de cette dette monétaire. Nous avons véritablement apprécié ce geste de générosité, mais nous l'avons aussi interprété comme un encouragement. Pendant une période où notre pays se reconstruit, où tout est prioritaire, où de nombreux défis sont à relever et que vous nous aidez à relever, notamment dans le domaine sécuritaire. Cette créance était traitée depuis 2007 par un mécanisme d'annulation-conversion avec une date d'échéance en 2019. Le ministre malien de l'économie et des finances, Mamadou Igor Diarra, avait demandé lors de la dernière réunion des ministres de la zone franc un mécanisme plus simple à gérer pour l'administration malienne. Notons que la France a pris la tête en 2013 d'une intervention militaire internationale, toujours en cours pour chasser les djihadistes du nord du Mali, tombés sous leur coupe en 2012 et dont ils ont été en partie chassés depuis. Les États-Unis à présent, l'homme noir abattu dans le dos il y a de cela une semaine par un policier blanc en Caroline du Sud a été inhumé ce samedi. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à des funérailles. La cérémonie s'est déroulée à une trentaine de kilomètres de North Charleston, localité où a eu lieu l'incident. Le cercueil était enveloppé d'un drapeau américain et orné d'un souvenir des Dallas Cowboys, son équipe de football américain favorite. Parlons à présent de diplomatie. Les présidents américains Barack Obama et cubain Raúl Castro ont eu ce samedi à Panama un tête-à-tête. Il s'agit d'une rencontre sans précédent depuis 1956. Elle marque ainsi l'avènement d'une nouvelle ère dans les relations entre les deux ennemis de la guerre froide. Reportage. Une poignée de main historique. Les présidents américains Barack Obama et cubain Raúl Castro se sont réunis samedi pour un tête-à-tête sans précédent depuis 1956. Une rencontre qui marque l'avènement d'une nouvelle ère et tourne définitivement la page de la guerre froide. Le fait que le président Castro et moi-même soyons assis ici aujourd'hui représente une occasion historique. La réunion a duré 1 heure et vient couronner l'annonce surprise faite en décembre par Washington et Cuba du nouveau processus de normalisation. Des relations qui avaient été rompues après la prise de pouvoir de Fidel Castro en 1959 à La Havane. Des échanges parfois surprenants. Castro a affirmé qu'il admirait Obama pour son passé humble, reconnaissant même qu'il avait lu les biographies du président américain. Le président Obama ne porte pas la responsabilité de tout ça. Combien de présidents déjà? 10 avant lui. Et tous ont une dette envers nous, sauf le président Obama. À mon avis, le président Obama est un homme honnête. Mais tous les deux ont reconnu que les divergences resteraient profondes. Je pense que ça n'est pas un secret, et le président Castro, je suis sûr, en conviendra, que nos deux pays continueront d'avoir des différends significatifs. Nous sommes prêts à discuter de tout, mais nous devons être patients, très patients. On sera d'accord sur certaines choses, pas sur d'autres. Les différends porteront sans doute sur la question des droits de l'homme et l'embargo économique toujours imposé à Cuba. Mais Obama a affirmé qu'il déciderait rapidement de retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme. Un prérequis pour les Cubains avant de rouvrir les ambassades.
Le Venezuela, à présent, le président Nicolás Maduro a demandé à rencontrer le président américain Barack Obama pour des échanges. Il souhaite mettre fin aux différends qui existent entre le Venezuela et les États-Unis. Il a fait cette déclaration ce samedi au cours de l'assemblée plénière du sommet des Amériques qui a eu lieu au Panama. Reportage. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a exigé samedi que les États-Unis retirent un décret qualifiant le Venezuela de menace et s'est dit prêt à parler avec le président américain Barack Obama pour résoudre leurs différends. Il a par ailleurs indiqué avoir collecté 11 millions de signatures pour demander aux États-Unis d'annuler ce décret qu'il qualifie d'irrationnel et de disproportionné. Les signatures seront remises aux autorités américaines par voie diplomatique. Maduro a également exprimé ses regrets sur l'indifférence de Barack Obama, qui n'a jamais répondu aux messages qu'il lui avait adressés, et ce depuis le début de son mandat. Je vous respecte, mais je n'ai pas confiance en vous, président Obama. Si vous voulez discuter, discutons. Si vous ne voulez pas, ça va. Ce sera votre héritage envers le Venezuela, le décret, le silence. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, président Obama, ne restez pas dans l'histoire comme George Bush qui a soutenu le coup d'État contre le commandant Chavez. Restez dans l'histoire d'une autre façon. Je vous tends la main, président Obama, pour que nous parlions, nous résolvions les questions que nous avons à résoudre. Rappelons que le décret en question a été signé par le président américain au début du mois de mars. Il impose des sanctions contre de hauts responsables vénézuéliens accusés de non-respect des droits de l'homme. Précisons que le président vénézuélien a tenu son discours alors que son homologue américain avait déjà quitté l'Assemblée. Il espère que ce dernier et lui pourront se mettre d'accord en vue d'un avenir commun pour leurs deux pays. Parlons à présent immigration. Les conditions météorologiques favorables des dernières semaines ont favorisé l'explosion du nombre de migrants traversant la Méditerranée. 1000 d'entre eux ont été sauvés dans la seule journée de ce vendredi. Reportage. Les gardes-côtes avaient été la veille alertés de la présence de centaines de migrants de divers horizons. Ces derniers avaient alors embarqué sur 3 bateaux au large de la Libye. Samedi, la police a été informée de la présence d'un bateau qui transportait 36 migrants, dont 20 femmes en provenance de Somalie. C'était dans la région de Lecce, au sud de l'Italie. Dans la même journée, la police a arrêté 2 Albanais en charge d'une embarcation transportant 37 personnes, Syriens et Kurdes. Matteo Salvini, le jeune chef de la Ligue du Nord, ardent anti-euro et anti-immigration, a dénoncé la participation de la marine italienne dans ces opérations de sauvetage. Environ 1500 migrants ont été récupérés en mer sur 5 différents bateaux la semaine dernière. À en croire l'Agence européenne de contrôle des frontières, le nombre de migrants à être entrés illégalement dans l'Union européenne a triplé en 2014 pour atteindre le nombre de 2 760 000. Ce sera tout pour le point de l'actualité de ce dimanche sur SICA. Merci de nous avoir suivis.